Bonsoir à toutes et à tous. Le représentant résident de l'Union européenne auprès du gouvernement quitte la Guinée. Philippe Van Damme a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du mérite. Les détails, c'est dans Guinée Info. Et puis, les effets de la campagne agricole sont perspectives à Bokeh grâce à l'introduction de nouvelles techniques culturelles. Enfin, deux handballeuses signent dans un club parisien. C'est une première en Guinée. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Comme annoncé, c'est officiel. Le représentant résident de l'Union européenne quitte la Guinée. Pendant 4 années, Philippe Van Damme a participé à la longue marche de la Guinée vers la démocratie. En guise de reconnaissance, le président de la République a organisé un cocktail en son nom, au cours duquel il a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite. Mohamed Lamine Souma, Elhadji Ouatt Cissé du bureau de presse de la République. Le palais de la présidence de la République aux couleurs de l'Union européenne. Et pour cause. Le président de la République décrète, article 1er, le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à son Excellence M. Philippe Van Damme, représentant de l'Union européenne en Guinée pour les éminents services rendus à la nation guinéenne durant son séjour. Tout ça en reconnaissance aux services rendus dans le cadre de l'approfondissement et l'élargissement des relations de coopération entre l'Union européenne et la Guinée, notamment au cours des 4 dernières années de fonction de Philippe Van Damme, au point qu'aujourd'hui, l'Union européenne appuie le gouvernement dans même domaine. Le déblocage du 10e et 11e FED, l'implication dans l'élection présidentielle de 2010, la réforme des services de défense et de sécurité et celle de la justice, entre autres. Je passe le témoin. Je ne sais pas si mon successeur est un grand lecteur. Je lui souhaite néanmoins de trouver un pays réconcilié avec lui-même. Un pays qui pourra consacrer du temps au vivre ensemble, au mieux vivre ensemble, au bien-être des populations. In fine, je pense que le plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir, Excellence, que vous tous, chers interlocuteurs, partenaires, collègues, amis, vous pouvez m'offrir, est de poursuivre sur la voie de l'apaisement politique, de la réconciliation nationale, de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. La seule et unique voie pouvant garantir de manière durable la prospérité au peuple de Guinée, ce peuple qui a trop souffert pour trop longtemps et qui mérite mieux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cela a été un privilège pour moi de pouvoir servir l'Union européenne en Guinée pendant ces années cruciales de la transition. Cela a été un honneur pour moi d'avoir pu vous côtoyer. Et cela a été un honneur et un privilège pour moi d'avoir été reconnu ce soir, pas nécessairement pour mes résultats, mais pour mes efforts. Le président de la République, qui œuvre pour une Guinée émergente, lui est reconnaissant. Vous avez réellement servi le peuple de Guinée et la Guinée. Vous avez tout fait pour que la Guinée ait le 10e FED. Vous êtes battu pour qu'on ait ça à temps. Vous êtes battu pour qu'on ait le 11e FED. Vous n'avez pas hésité, parfois, à critiquer les faiblesses et les mauvaises habitudes de l'administration, mais en même temps, vous avez fait un effort pour les aider à corriger. Je sais tout l'apport que vous avez apporté au ministère des Finances. Je vous ai dit à Kissidou que la dent et la langue vivent ensemble, mais qu'il arrive que la dent morde la langue. Pourtant, la dent et la langue vivent toujours ensemble. C'est comme ça que je caractérise mes rapports avec vous. Je dirais que nous garderons un très bon souvenir de vous. Vous êtes un esprit indépendant. La preuve, la mouvance vous attaque, l'opposition vous attaque. Ce qui est à votre crédit, vous
avez beaucoup aidé la Guinée. Entre votre arrivée et aujourd'hui, la Guinée a fait beaucoup de pas. Et vous en êtes pour beaucoup. Vous nous avez aidé sérieusement pour la réforme des services de sécurité et aussi aujourd'hui pour la réforme de la justice. Je suis vraiment très peiné, sincèrement, de votre départ. Parce que je sais ce qui vous attache au peuple de Guinée. Et je pense que nous garderons de vous le souvenir de quelqu'un qui a beaucoup aimé la Guinée, quelqu'un qui a beaucoup voulu apporter au peuple de Guinée, même si parfois il a été incompris. Donc ça révèle beaucoup de regrets que nous nous disons au revoir lors de ce dîner. Mais j'espère que lorsque vous aurez des vacances, vous aurez envie de les passer en Guinée, parce qu'on n'aura plus d'hôtels accueillants, nous n'aurons plus de route pour que vous puissiez aller au bord de la mer. Nous aurons fini les villas de Dalaba pour que vous puissiez faire le tourisme comme au Kenya ou en Tanzanie. Et vous serez toujours les bienvenus en Guinée, non seulement les bienvenus de ma part, mais les bienvenus du peuple de Guinée. Comme pour dire que Philippe Van Damme part de la Guinée avec les bénédictions du gouvernement et du peuple de Guinée tout entier. Dans l'actualité toujours, il y a quelques jours, elle était aux États-Unis en marge du sommet des premières dames sur le cancer initié par Michelle Obama. La première dame de la République a visité les installations de l'un des plus grands laboratoires de recherche et d'analyse, mais aussi un grand centre d'accueil des malades du cancer. Hadja Djene Kabakonde a reçu le satisfait de citoyen d'honneur de l'État de la Géorgie. Ali Badra Konde nous signe ce reportage. D'ici, l'un des plus grands laboratoires de recherche scientifique des analyses biologiques sur les virus à travers le monde. Il est basé à Atlanta, dans l'État de la Géorgie, aux États-Unis d'Amérique. Il contribue à l'amélioration du système de santé des populations. Et depuis l'apparition du virus Ebola, le CDC a déjà déployé plusieurs de ses agents en Afrique de l'Ouest, dont la Guinée. C'est pour toucher du doigt les conditions de travail de ces chercheurs que la première dame de la République, Hadja Djene Kondé, a visité les installations de cette institution d'analyse et de recherche. The CDC works to support countries around the world. CDC travaille autour dans le monde entier pour aider et augmenter et améliorer le système de santé pour être sûr que chaque pays, la Guinée, puisse répondre mieux aux urgences sanitaires. Il est sûr que si on fait tout ce qui est effectif, on arrêtera cette épidémie en Afrique de l'Ouest. En marge du sommet des premières dames sur le cancer initié par Michelle Obama, la première dame de la République, Hadja Djene Kondé, a notamment visité ce centre qui accueille les malades souffrant du cancer. Après cette visite, les responsables du médecin-chef et les ressortissants guinéens à Atlanta, ainsi que le gouverneur de l'État de Géorgie, ont remis le satisfait de citoyenneté de l'État de Géorgie à la première dame de la République, Hadja Djene Kondé. Il y a eu des phases lorsque l'épidémie s'est abattue sur nos régions. Je suis contente d'être citoyenne de Géorgie d'Atlanta. Vraiment, je dis à bientôt. Je vais remettre. Cette décoration de Hadja Djene Kondé comme citoyenne d'honneur de l'État de Géorgie est la récompense des multiples efforts fournis par cette dernière dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile en Guinée. De son côté, le chef du gouvernement a rencontré récemment les responsables de complexes hôteliers en Guinée. Les entretiens entre Mohamed Saïd Fofana et les patrons d'hôtels ont porté essentiellement sur la relance de ce secteur en Guinée. Explication, Alpha Yaya Silla. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola dans la sous-région ouest-africaine, notre pays connaît une baisse de taux de fréquentation, ce qui du coup répercute sur le taux d'occupation des hôtels. D'où cette mobilisation des acteurs de tourisme et de l'hôtellerie pour améliorer la situation. À cause de la dite épidémie, nos établissements hôteliers affichent un taux d'occupation qui varie de 5 à 10%. Ce qui ne permet pas de rentabiliser les nombreux investissements opérés dans le secteur à la faveur de l'avènement de la Troisième République. En effet, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie connaît d'importants investissements financiers depuis l'avènement de la Troisième République.
Pour 11 projets hôteliers, dont 2 achevés, plus de 1800 milliards de francs guinéens ont été investis, créant ainsi 2000 emplois directs. En vue d'éviter une sortie d'une crise sanitaire pour se confronter à une crise sociale due à une mise en congé technique ou licenciement temporaire ou définitif des employés, nous savons compter sur votre aimable attention pour la résolution définitive de nos doléances. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est réjoui de cette initiative des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Mohamed Saïd Fofana a expliqué l'ampleur des dégâts causés par cette épidémie dans tous les secteurs. Il a tout de même invité les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie à garder la patience et la sérénité. Et je tiens à vous remercier. Ça a été notre cas, d'autres allaient mettre la clé sur l'opération, prendre des mesures préventives, mais vous avez préféré interpeller le gouvernement sur ces questions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai demandé au ministre, il était bon que je reçoive ça avant d'arriver ici, afin de l'examiner au sein des différents départements concernés ou intéressés par les questions qui ont été soulevées. Pas plus tard que ce matin, un d'entre vous se passait chez un hôtel. Il m'a adressé déjà une correspondance sur un problème spécifique, mais qui peut être commun à tous les hôtels. Donc, je prends acte de tout ce qui est écrit ici. Nous allons nous retrouver prochainement, cette fois-ci, après que nous ayons tiré leçon de tout ça. C'est dans cet espoir de venir à bout rapidement de l'épidémie Ebola, tant en Guinée que dans la sous-région ouest-africaine, que la rencontre a pris fin. À présent, on ouvre le dossier santé avec cette conférence hebdomadaire de la Commission interministérielle de riposte à Ebola. Elle a fait le point sur l'évolution de l'épidémie. Tenez, 523 cas sont signalés, dont 380 décès, 103 guéris. Selon les derniers chiffres du ministère guinéen de la Santé, on fait le point avec Adia Toubari. L'épidémie de la fièvre Ebola semble être vaincue dans cette préfecture de la Guinée, antérieurement touchée selon le ministère de la Santé. Il s'agit des préfectures de Télémélé, Kissidougou, Dabola, Dinguiraï, Kouroussa et Bofa. Ces préfectures n'ont pas notifié de nouveaux cas depuis un certain temps. Par contre, la fièvre continue de sévir dans 4 autres préfectures du pays. À la date du 14 août 2014, le nombre de cas hospitalisés dans les différents centres de traitement sont au nombre de 18. À Guékédou, 11 cas, dont 9 confirmés et 2 suspects. Conakry, 4 cas confirmés. Sidéré, 1 cas confirmé. Pita, 1 cas confirmé et 1 suspect. Ce qui fait un total de 15 cas confirmés et 3 cas suspects dans les centres de traitement. Pour réussir la lutte contre l'épidémie, le gouvernement et les partenaires renforcent l'offensive. Ils annoncent en plus des autres mesures de riposte l'installation d'équipes de contrôle sanitaire au niveau de quarantaine post-frontalier. Avec l'observation de toutes ces mesures de riposte, la Guinée semble être sur la bonne voie. Aujourd'hui, le système qui est en place en Guinée contrôle plus ou moins bien l'épidémie, suit assez bien la situation. Tant qu'au niveau du Libéria, tant qu'au niveau de la Guinée, ou moins, je vais dire de la Sierra Leone, la situation n'est pas contrôlée et les efforts qui sont déployés en Guinée risquent de ne pas connaître beaucoup de succès. Nous demandons à la population de ne pas céder à la panique comme elle a toujours effectué, en respectant ces mesures sanitaires qui leur ont été édictées, de rester vigilants, de continuer à respecter ces mesures d'hygiène individuelles et collectives, de collaborer avec nos partenaires, de collaborer avec le service de santé pour qu'enfin nous puissions de façon rapide bouter cette épidémie loin de nos frontières, au niveau de l'Afrique, pourquoi pas à travers le monde. À ce jour, parmi les 523 cas confirmés, 103 malades sont sortis guéris des différents centres de traitement. Une réussite due à la prise en charge rapide de ces malades par les agents. Les religieux s'impliquent dans la croisade contre le virus Ebola cet après-midi à la mosquée de Mafanko. Les représentants des 45 mosquées de la commune se sont réunis pour les séances de prière et de lecture du Saint-Coran pour bouter cette épidémie hors de la Guinée. Mikini Moussa Kamara, Hadia Toubari. Les représentants
des 45 mosquées de la commune de Matam s'activent pour combattre la fièvre épidémique Ebola. Ils lisent le Saint-Coran pour implorer la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, afin de rompre la chaîne de propagation de la maladie. C'est une lecture qui est axée sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Nous le savons tous en bon croyant que depuis l'aube de l'humanité, Dieu éprouve ses communautés. Dieu a toujours éprouvé les hommes, soit par des calamités, soit par la richesse, ou par beaucoup d'autres bonnes choses. Alors les autorités religieuses nous ont demandé de lire le Coran parce que nous, musulmans, c'est notre force pour éloigner de toutes les communautés ici-bas Ebola qui est actuellement en train de faire des ravages. Je appelle tous les chefs de quartier de la Guinée, principalement à Conakry, et tous les imams encore de la mosquée, pour faire encore lecture de Saint-Coran, comme Mafanko a fait, comme commune Matam a fait. La mobilisation de ces fidèles vise aussi à sensibiliser et informer les populations à prendre des précautions pour la prévention de la fièvre virale Ebola. Moi je pense que cette maladie-là, ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question d'appartenance politique, mais surtout c'est de protéger les citoyens. C'est-à-dire éviter à ce qu'un citoyen guinéen aujourd'hui soit atteint par cette maladie-là. Il faut qu'on essaie d'aller vers la population qui n'a pas une connaissance sur cette maladie-là, l'informer directement. Il faut laver la main, utiliser l'eau de Javel, éviter tel manger ou bien éviter la saleté. Cette lecture du Saint-Coran fait suite à la publication d'un communiqué du secrétariat des affaires religieuses dans les communes pour tenir des prières collectives pour l'éradication de la maladie Ebola. On finit cette page santé avec ce rapport publié cette semaine par le Comité national de lutte contre le sida, un rapport détaillé sur une enquête menée sur le statut nutritionnel des personnes atteintes de VIH-Sida. Elle a été réalisée entre avril et mai 2014 avec un appui du Programme alimentaire mondial. Rose Pocho nous présente le rapport. Les résultats de l'enquête publiée indiquent que le taux de prévalence du VIH-Sida en Guinée est de 1,7%, alors qu'en 2005, ce chiffre était de 1,5%. Plus de 136 000 personnes sont concernées par le virus à l'horizon 2017. En outre, 19 000 ménages sont frappés par l'insécurité alimentaire. Ces résultats obtenus par le Comité national de lutte contre le sida permettent de donner des informations chiffrées aux décideurs pour répondre aux préoccupations actuelles. La malnutrition est intimement liée aujourd'hui à l'infection au VIH. On a trouvé par exemple que 13% des femmes sont en situation. Il y a beaucoup de ménages où vivent aussi les personnes vivant avec le VIH sont menacées par l'insécurité alimentaire. L'étude est une première en République de Guinée. Elle a été réalisée entre avril et mai 2014. Elle part d'un constat du Programme alimentaire mondial sur la sécurité alimentaire. Le virus en lui-même crée un état de nutrition, mais en plus de ça, il faut savoir que lorsqu'on a la maladie, on devient peu productif. Et donc, notre ménage, quand on a cette maladie, c'est un ménage qui n'a plus facilement accès aux aliments. C'est un ménage qui va devoir entrer en insécurité alimentaire. Alors nous savons qu'en Guinée, les dernières études nous montrent qu'un ménage sur trois est en insécurité alimentaire. Donc ces personnes vivant avec le VIH ont doublement, du fait de la maladie et du fait de vivre dans une situation d'insécurité alimentaire, elles sont doublement touchées par la question. Au total, 710 sujets ont été évalués. La couche féminine est la plus touchée. Selon le cadre national de lutte contre la maladie, plus de 27 000 personnes ont besoin d'antirétroviraux, ce qui nécessite du coup la mobilisation de 445 millions de dollars pour lutter contre la maladie.
Fini la grève des banques. La Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée demande aux travailleurs du secteur de reprendre service lundi 18 août à 8h. Cette levée du mot d'ordre de grève de la FESABAG intervient après des séances de négociation avec les responsables de la Banque centrale de Guinée, comme le précise cette déclaration du secrétaire général de la FESABAG. Responsable avec les autorités de la Banque centrale sur la situation de Pride Finance Guinée et de Yetemali. Et après avoir échangé sur tous les contours des deux sujets, nos préoccupations ont été prises en compte par les autorités de la Banque centrale comme d'habitude. Nous sommes parvenus à envisager des solutions pour satisfaire les travailleurs de Yetemali et régler le conflit qui sévit depuis plus d'1 an. La Banque centrale a décidé, comme l'a si bien dit le protocole, de faire respecter l'article 42 de la loi sur les microfinances et de prendre en compte l'ensemble des autres préoccupations. En ce qui concerne Pride Finance, il a été décidé que la Banque centrale de la République de Guinée et la FESABAG entreprennent des démarches auprès du gouvernement en vue de trouver une solution urgente au problème de cette institution. Ce, d'ici le 30 septembre 2014. Fort de ces résultats, le Bureau exécutif national de la FESABAG, prenant en compte votre mobilisation, les solutions obtenues, demande à l'ensemble des travailleurs et travailleuses du secteur financier guinéen de reprendre le chemin du travail le lundi 18 à 8h. Camarades, salut! Salut! Les institutions de microfinance se mobilisent pour accompagner le secteur agricole en Guinée. Ces responsables étaient réunis à Kindia pour définir une nouvelle stratégie, comme par exemple la création des structures faîtières et la facilitation de l'accès au crédit. Mohamed Sankon, de retour de Kindia. Plusieurs PME nationales bénéficient de crédits des institutions de microfinance, des capitaux qui leur permettent de développer leur entreprise. Mais le constat est mitigé concernant les procédures d'acquisition et de remboursement de ces crédits. Le taux est très élevé, c'est très élevé, donc avec ça, bon, il y a certains qui n'en ont pas, ils ne peuvent pas soutenir ça. Sur 1 million, tu vas rembourser 1 600 000 et quelques. Sur 10 millions, tu rembourseras 14 millions. Les taux d'intérêt sont fixés en collaboration avec ses membres à travers leur conseil d'administration. Donc chez nous, les taux d'intérêt varient en fonction du montant octroyé aux membres. Ils varient le plus grand taux aux agriculteurs et aux autres épargnants, c'est 2% et ça diminue en fonction du montant. Ces sujets ont été débattus par la rencontre de Kindia. L'objectif à terme étant d'harmoniser les interventions, notamment dans le domaine de l'agriculture, qui représente une priorité pour le gouvernement. Les ASF manifestent un net désir, une nette volonté de se constituer en fêtière, structure autonome qui va s'intéresser aux activités des pauvres ruraux qui sont vraiment en campagne et qui travaillent surtout dans le domaine de l'agriculture. Les engagements ont été pris par les institutions de microfinance, le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles et le FIDA de donner la priorité au financement de proximité pour développer le secteur agricole en Guinée. Comme annoncé dans les titres, la campagne agricole initiée par le gouvernement commence à porter fruit à Boké, plus précisément à Dambako. Les résultats sont palpables. Dans cette zone de production, la ministre de l'Agriculture a visité un périmètre maraîcher de 5 hectares. Vous allez le voir, le rendement au sein de ce périmètre s'est fortement amélioré et c'est là grâce à l'expérimentation de nouvelles techniques culturelles. Voyons tout ça avec Fodé Camara. À Dabanko, dans la sous-préfecture de Kolaboui, les 5 hectares de l'Union des producteurs maraîchers de Camtes sont annonciateurs de bonnes récoltes. Cette lueur d'espoir est le fruit de l'action combinée de l'encadrement agricole et de l'utilisation des intrants maraîchers.
des semences du programme de relance de l'horticulture et des engrais de l'Office chérifien des phosphates. Hier, on voulait de façon désordonnée et en solitaire. Aujourd'hui, on travaille en groupement avec l'appui du gouvernement, ce qui augmente notre rendement. Ici, pour aider les producteurs à faire face aux inondations, l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole a proposé une nouvelle pratique culturelle. Le fait de faire des buts très élevés et qu'on mette le piment dessus, c'est que le piment échappe à l'excès d'eau. On n'a pas besoin de drainage. L'humidité résiduelle est là, le piment se comporte bien et vous-même vous l'avez constaté. Et ceci se traduit par la présence de nos techniciens sur le terrain, ce qui est extrêmement important. Grâce aux couleurs et aux saveurs de produits maraîchers de ce champ école, les producteurs de Camtes engrangent de nombreux profits, avec des sacs de piment dont le prix frôle les 400 000 francs guinéens. Là, ça fait plaisir, hein, et c'est le travail de femmes qui se donnent la main, qui ont décidé de se regrouper et qui ont décidé de faire ces champs maraîchers ensemble. C'est ça l'objectif. Et je regarde Foulé Matouki en face de moi, c'est son œuvre, il faut qu'on la remercie. C'est elle qui sillonne tous ces villages pour demander aux femmes de se regrouper, de se mettre ensemble et de travailler. Et ça, c'est vraiment un chant qui nous dit que l'union fait la force. Contrainte majeure, le manque de motopompes pour la maîtrise de l'eau et de produits phytosanitaires pour lutter contre les nuisibles qui déciment les champs de riz à Camtes et Mintekunda, une autre grande zone de production de la sous-préfecture de Kolaboui. Et puis cette campagne lancée par l'Office national de contrôle qualité sur le démantèlement des produits prohibés, ce service vient de saisir une importante quantité de produits impropres à la consommation qui circulaient dans les différents marchés de la capitale. Explication Abdoulaye Ninguelande Diallo. L'opération de ratissage des produits périmés initiée par le ministère du Commerce à travers le service de qualité porte fruit. Des boîtes de sardines sont détectées et contrôlées. Il s'avère qu'elles sont de mauvaise qualité. Au vu du produit, nous constatons que la date d'expiration n'est pas encore arrivée. Mais certainement à cause de la mauvaise conservation ou d'autres conditions de stockage, le produit s'est détérioré. Il est à ce stade de très mauvaise qualité. Ce qui a d'ailleurs trompé les bonnes femmes, les femmes commerçantes, parce qu'elles se réfèrent seulement à la date d'expiration. Alors que la date d'expiration n'est que, n'est-ce pas, une indication pour avoir une certaine idée sur la qualité. Mais elle ne détermine pas, n'est-ce pas, la qualité du produit. Le produit peut se détériorer alors que la date n'est pas encore arrivée. Depuis le 14 février 1994, il existe une loi relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, services et alimentaires et à la répression des fraudes commerciales. Cette loi précise que quand un produit est saisi dans le circuit commercial et qui ne répond pas aux normes, l'amende est égale à la valeur de la marchandise ou le produit incriminé. Et l'intéressé est poursuivi à la justice, condamné entre 6 mois ou 2 ans quand le produit, n'est-ce pas, de mauvaise qualité peut porter préjudice à la santé du consommateur. Il reste donc à voir si cette loi sera appliquée. Cette opération relance la problématique de l'existence de plusieurs maladies liées à la consommation des produits non soumis à un contrôle de qualité. À Kobaya, nous sommes dans la commune de Ratoma. Le problème de lotissement se pose avec acuité. La construction anarchique pour expliquer l'absence de voirie urbaine dans le quartier. Une mission du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la mairie se sont rendus sur place pour sensibiliser les occupants illégaux. Moussa Bangoura nous signe ce reportage. Kobaya, un des quartiers de la commune de Ratoma. Ici, la démographie est galopante. L'urbanisation anarchique explique l'absence de voirie et autres espaces publics dans la zone. Nous voudrons avoir le bien-être parce que pour nous, le professeur Alpha Condé a fait l'accouchement une gratuité. Mais Kinifi n'a pas eu l'avantage parce qu'on n'a pas l'accès. Si une femme est en grossesse ici, difficilement nous accédons à la grande circulation. Face à cette situation, une mission du ministère de la Ville, de l'Aménagement du Territoire et de la mairie de Ratoma se sont rendus sur les lieux afin de sensibiliser les occupants illégaux pour qu'ils adhèrent au plan de lotissement du quartier. Nous avons vérifié les plans, nous avons effectivement que les routes sont octroyées.
par des personnes nantis qui se réclament nantis, qui viennent illégalement, qui occupent la route pour construire des buildings. Ça c'est fait ici. Et les femmes sont obligées de contourner ces longues clôtures pour venir au marché. Le constat est alarmant. Il y a effectivement un problème réel d'accès à l'eau et aussi un problème d'accessibilité. Et nous sommes là réellement à l'issue des travaux que les techniciens vont faire sur le terrain. Nous allons ressortir les différentes servitudes pour régler le problème. En plus du désenclavement, les populations de Kobaya et Kinifi ont besoin des infrastructures de base. L'adduction d'eau et l'électricité sont à rétablir. Assainissement avec cette nouvelle opération d'assainissement et de curage des caniveaux dans les différents quartiers de Conakry. C'est une initiative des ONG World Brothers et Carbone Guinée. L'opération a démarré dans le quartier Lambagny. Reportage Bernard Tonguino. Il s'engage à participer au nettoyage des quartiers de la capitale. Les membres des ONG World Brothers et Carbone Guinée lancent une opération d'assainissement et de curage des caniveaux. L'activité s'étend du 16 août au 28 septembre 2014. Elle concerne les quartiers de Lambagny dans la commune de Ratoma et Bonfils-Routière dans la commune de Matam. Hygiène publique, affaire de tous. Nous intéressons tous et chacun doit se battre pour ça parce que sinon les conséquences c'est pour tout le monde. La cérémonie de lancement du projet mobilise les jeunes, femmes et autorités du quartier de Lambagny. Tous s'engagent à accompagner l'initiative de World Brothers et Carbone Guinée pour assurer l'hygiène dans leur quartier. L'assainissement est une affaire de tout le monde. Sans la propriété, il n'y a pas de santé. Donc, si aujourd'hui on a vu une ONG qui nous aide à nous accompagner dans nos activités quotidiennes pour l'assainissement de nos quartiers, vraiment, cela ne peut que nous réjouir. Financé par le PNUD, ces deux structures entendent participer à l'effort collectif de ramassage d'ordures sur les espaces publics. Un exemple à suivre pour offrir une meilleure image à la capitale guinéenne. Enfin, sport hand avec ces deux handballeuses guinéennes qui viennent de signer des contrats pro avec le club parisien Ante la Joie. Elles ont pour nom Maïmouna Sissé et Fatmata Souma. Après 2 mois d'attente, nos compatriotes quitteront Conakry les jours à venir pour le championnat français. Ibrahima Souri Foufana est allé à leur rencontre. Images et témoignages. Depuis mars 2013, date de la signature à Conakry des contrats de nos deux handballeuses avec le club parisien l'AS Mantes-la-Jolie, beaucoup de controverses avaient entouré l'aboutissement de ces deux contrats. Mais après plusieurs mois d'attente, Maïmouna Sissé et Fatmata Souma viennent d'être informés de l'aboutissement de la démarche administrative et s'envoleront les jours à venir pour le championnat français. Je vais remercier la Fédération guinéenne de handball, surtout le président Mohamed Bapaï Kamara. Vraiment, ce qu'il a fait pour nous, vraiment on ne peut pas le récompenser. Je suis très contente, heureuse. Nous avons demandé au club de nous rassurer et de nous fournir tous les documents qu'il faut pour que ces deux filles puissent être dans les meilleures conditions et que dès demain qu'ils puissent faire quelque chose éventuellement pour leur famille. Espérons que cet exemple de réussite puisse servir à d'autres joueuses pour une plus grande qualification du handball guinéen. On croise nos doigts, on souhaite bon vent à nos deux handballeuses dans le championnat français. C'est tout pour les infos. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Bon week-end à toutes et à tous. Thank you.